Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire de la Ligue internationale contre l'épilepsie est-méditerranéenne et africaine. Aujourd'hui, notre conférencière est Dr Fatimata Hassan Djibou. Elle est parmi les premières neurologues du Niger. Elle est actuellement chef de service de neurologie à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo. Et personnellement, c'est une amie car j'ai eu l'occasion de travailler avec elle lors de son séjour à Rabat. Docteur Fatimata Hassan va nous parler de l'épilepsie insulaire au cœur, au cœur des épilepsies partielles pharmacorésistantes. Et comme d'habitude, elle répondra à vos questions à la fin de son intervention. Et je vous demanderai au cours de cette intervention de lui écrire sur le chat, vous écrivez vos questions afin qu'on puisse lui poser par la suite. Donc, je donne la parole tout de suite au docteur Fatimata. D'accord. Vous avez la parole, docteur Fatimata. D'accord. Allez-y. OK. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épilepsie insulaire au cœur des épilepsies partielles pharmacorésistantes. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager l'écran de vos diapos? Il n'y a pas de problème. Oui. J'ai partagé. Vous voyez bien? Oui, très bien. D'accord. Vous faites le diaporama, très bien. Il faut que je ferme ça d'abord. C'est pas là. C'est fermé. Très bien. Vous faites diaporama et vous commencez. C'est fermé. Clique ici. D'accord. Et comme nous, par définition, nous dirons que l'épilepsie insulaire est par la survenue d'une crise d'éclat partielle caractérisée par des manifestations viscéromotrices et viscérosensitives. Comme rappel, nous avons sur ce schéma le lobe de l'insula qui est enfui, qui est le cinquième lobe qui est enfui sous les opercules temporaux, frontaux et pariétaux. L'intérêt de notre présentation porte sur l'association fréquente des crises insulaires aux crises temporales et aux autres crises partielles. L'intérêt porte aussi sur la complexité de la position anatomique de l'insula et aussi de la sémiologie. L'intérêt porte aussi sur la complexité de la prise en charge. Le service de neurophysiologie clinique du CHU Binsena était le centre de notre étude. Ce sont des malades qui ont été envoyés par le service de neurochirurgie pour un bilan pré-chirurgical. Donc, ces patients étaient hospitalisés dans le service avec un interrogatoire minutieux, une histoire médicamenteuse pour confirmer la pharmacorésistance et pour cibler le foyer épileptogène et envoyer au neurochirurgien pour faciliter la réussite de la chirurgie. Nous avons deux patients observés, donc la première est une patiente âgée de 36 ans, droitière, sans profession, antécédent de consanguinité de premier degré et avec un accouchement non médicalisé qui a présenté des crises réfractaires sous trithérapie. Comme l'histoire de la maladie, la patiente a présenté des crises généralisées tonico-cloniques avec la fréquence d'une crise par semaine. La patiente a présenté, oui,
La patiente était sous... le début du traitement était à l'âge de 14 ans, après la première crise, par le Tegretol 400 mg, le Gardenal 50 mg et l'Urbanil 10 mg. Il y a eu une disparition des crises généralisées tonico-cloniques sous ce traitement. En 2004, il y a eu l'apparition d'un deuxième type de crise caractérisée par une douleur épigastrique, une douleur de topographie digestive chaque 3 mois durant 3 jours, et ces crises étaient cataméniales. La patiente présentait aussi des vomissements, diarrhée, incontinence urinaire, des vertiges, une sensation de soif, asthénie, sans perte de connaissance ni confusion post-critique. Devant ce tableau, la prégabaline a été ajoutée à la dose de 50 mg 3 fois par jour. Le tracé EEG de la patiente a montré des anomalies en centrale et en temporale, précisément en antérieur. Donc, au total, il s'agit d'une patiente âgée de 36 ans qui a présenté progressivement sur 26 ans des crises réfractaires sous trithérapie depuis 14 ans et qui a présenté sur le plan clinique vidéo-EEG des crises viscéromotrices, viscérosensitives centrées sur la sphère digestive. En dehors de l'EEG de routine, la vidéo-EEG, la patiente a présenté de l'aura avec une sensation de soif. Au cours de la crise, la patiente était couchée sur le lit, se lève, s'assoit, hein, rapporte une décharge ascendante au niveau des 2 membres inférieurs, une fixité du regard, clonie de l'œil gauche, mâchonnement, toux, pâleur, hoquet, frisson. La main placée sur l'épigaste. La main était placée sur l'épigaste avec une douleur localisée, toujours à l'épigaste, une hypersalivation, des vomissements, asthénie, pas d'aphasie, pas d'amnésie, et la crise était prolongée sur 7 minutes. L'IRM de la patiente a montré une sclérose hippocampique bilatérale prédominant à gauche. Donc, hypothèse chez cette patiente, nous avons pensé à une épilepsie temporale, nous avons pensé à une épilepsie temporale avec participation insulaire. Le deuxième patient était un garçon de 9 ans, de latéralité droitier, avec des antécédents de retard d'acquisition de la parole, limitation des mouvements de la langue, qui a présenté aussi des crises réfractaires sous trithérapie. La première crise date à l'âge d'1 an, dans un contexte fébrile, avec une déviation de la tête et des yeux vers la gauche. Des mouvements cloniques de l'hémicorps gauche, puis généralisation, qui durent 3 jours. La fréquence était d'une crise par semaine jusqu'à l'âge de 3 ans. Le premier traitement a duré 2 ans après la première. Le premier traitement a duré 2 ans après la première crise à base de micropakine, 250 cuillères mesure x 2 pendant 6 mois. Sans amélioration, le Gardenal fut ajouté à la dose de 50 mg et la micropakine pendant 2 ans. Sans amélioration, la dose du Gardenal a été ajustée et le Tegretol aussi a été ajouté à la dose de 2 comprimés x 2 par jour et la Dépakine cette fois-ci à la dose de 50 mg 2 fois par jour. En 2015, il y a eu l'apparition d'un deuxième type de crise à type de pâleur, rougeur, révulsion des yeux, vomissement, épigastralgie et fatigabilité. La fréquence était plus espacée que le premier type de crise. 15 jours après le premier jour d'hospitalisation, des crises nocturnes, vespéro-nocturnes, se sont ajoutées au tableau clinique avec 2 crises nocturnes au sommet. La particularité, à l'examen clinique, il y a une différence de mensuration avec les 2 jambes et nous avons remarqué qu'à la marche, le pied gauche traîne. Mais le reste de l'examen est revenu normal. L'EEG et la vidéo EEG a montré, à la vidéo EEG, nous avons retrouvé une frayeur, rougeur, comme si c'est un patient qui est paniqué, pâleur, mâchonnement, obstruction laryngée, dysarthrie, automatisme gestuel, suivi de dystonie, hémicorporelle gauche, sans perte de connaissance, sans généralisation secondaire. L'EEG a montré des anomalies en frontotemporale droite. L'IRM a montré une atrophie de l'hémisphère droit avec lésions ischémiques séquelaires, lenticulo codé en frontotemporale droite. Donc, comme discussion, qu'est-ce que nous allons discuter chez nos 2 patients? Donc, nous avons retrouvé à l'interrogatoire, à la vidéo EEG, des crises somatosensitives au niveau des 2 membres inférieurs, des manifestations viscérosensitives et viscéromotrices, toujours centrées sur la sphère digestive. Et ces crises ont été décrites par Gisnard dans les crises insulaires. Et tout ceci corrélé à l'IRM
confirme le diagnostic de l'implication de l'insula dans les crises temporales et aux autres crises partielles, précisément ici aux crises frontales. La prise en charge, nous passons à la prise en charge. Ici, le but, c'est d'amener le patient à être libre des crises. Les moyens étaient médicamenteux et chirurgicaux, l'indication, les antiépileptiques naturellement jusqu'à trithérapie, mais néanmoins, ce que nous retenons ici, la chirurgie est incontournable. La chirurgie a plusieurs techniques. On peut faire l'insulectomie, ou l'insulo qui concerne l'insulo-operculectomie, d'où l'insula et l'opercule qui constituent la partie antérieure seront réséqués. Et ce qui sépare les lobes frontal, temporal et pariétal du cerveau sont complètement réséqués. Ou la résection du lobe temporal antérieur avec insulectomie ou bien strictement une insulectomie. La question que nous nous posons nous-mêmes ici, nous aimerions savoir ici si l'indication chirurgicale, au cours de l'indication chirurgicale, laquelle des techniques est mieux adoptée chez nos patients. Donc, comme d'habitude dans toutes les pathologies, l'évolution peut être favorable ou bien défavorable. Donc, la disparition on peut avoir une disparition des crises avec ou sans prise d'antiépileptiques à distance de la chirurgie. L'évolution peut être défavorable. À l'immédiat, on peut avoir une hémiparésie, une dysphagie, avec une dysphagie transitoire en quelques jours à quelques semaines après la chirurgie. Mais le pronostic n'est pas toujours meilleur s'il y avait dès au départ une atteinte des fonctions cognitives et aussi si la chirurgie a été faite à distance de la pharmacorésistance. Donc, nous aimerions aussi savoir, entre l'épilepsie à débit insulaire et l'épilepsie à débit temporel, laquelle a un bon pronostic. Donc, nous passons à une mise au point par rapport aux auteurs qui ont travaillé sur ce thème. Donc, la notion d'épilepsie insulaire n'est pas nouvelle. Si l'expérience léonaise remonte aux années 90, l'épilepsie insulaire a été clairement identifiée comme entité autonome 40 ans plus tôt par Guillaume et Mazza en 1949. Ces auteurs non seulement ont posé la question de l'existence des crises insulaires prenant origine dans le cortex insulaire, mais aussi dès cette époque ont soulevé la question de la possible confusion entre crise temporale et crise insulaire en 1953. Donc, on peut avoir deux catégories de réponses avec la stimulation intra-insulaire. Mais les crises somatosensitives sont au premier plan, qui concernent la partie postérieure, la partie postérieure et moyenne de l'insula, des crises viscéromotrices et sensitives qui concernent la partie antérieure de l'insula. Donc, on peut distinguer deux réseaux, soit à partir d'une décharge initialement insulaire en boucle courte, restant cantonnée au complexe insulo-operculaire, soit à des projections à des territoires situés à distance au sein des lobes pariétal, frontal, temporal. C'est ce qu'on appelle le circuit à boucle longue. Sur ce schéma, nous voyons ici la décharge insulaire au niveau des deux réseaux, soit au niveau de la boucle courte qui concerne le complexe insulo-operculaire, soit au niveau de la boucle longue qui a une projection au niveau temporal ou aux autres lobes. Toujours dans la mise au point, nous dirons que la sémiologie viscérosensitive associée aux décharges hippocampiques dans les crises mésio-temporales est le produit de la diffusion de la décharge du cortex insulaire au cortex adjacent. Donc, toujours comme mise au point par rapport à ce que nous avons retrouvé dans la littérature, à l'occasion de la publication dans le JAMA, des résultats de l'essai ont montré que la chirurgie de résection devrait intervenir plutôt dans la prise en charge des épilepsies mésio-temporales réfractaires. Le professeur Philippe, quant à lui, de l'unité de l'épilepsie du service de neurologie et psychiatrie de Grenoble, fait le point sur la place de la chirurgie chez ces patients non répondeurs aux antiépileptiques. À Los Angeles, chez les patients atteints d'épilepsie du lobe temporal pharmacorésistante, le recours rapide à la chirurgie après 2 échecs médicamenteux offre une meilleure vie de qualité que la poursuite des antiépileptiques seuls. Selon les résultats de l'essai publié dans le Journal of American Association, les résultats de cette étude confirment les recommandations de l'American Academy of Neurology, à savoir que tous les patients devraient être référés à un centre référent dès 2 échecs d'antiépileptiques et que la chirurgie devrait être pratiquée
indiquer si les patients répondent aux critères pour une résection de la région antéromésiale. Par rapport à la France ou à la conférence de consensus sur les épilepsies partielles pharmacorésistantes, disent que la chirurgie peut intervenir après 2 monothérapies séquentielles, suffit d'une bithérapie. Les Américains donc sont plus souples. En conclusion, nous dirons que l'implication de l'insula dans les crises temporales est fréquente et aussi dans les autres crises partielles est aussi souvent la cause de l'échec du traitement chirurgical. Du fait qu'avant la chirurgie, on ne se rend pas compte de cette participation insulaire, d'où l'intérêt d'un interrogatoire minutieux, de la vidéo-EEG, de l'imagerie et si possible de la SEEG pour une prise en charge adéquate pour faire sortir le 5e lobe, qui est le lobe de l'insula, qu'on appelle aussi le lobe de l'oublié, pour faire sortir ce lobe dans l'ombre, comme l'épilepsie a été sortie dans l'ombre. Donc, cette fois-ci, c'est le tour du 5e lobe qui a été méconnu au niveau de tout début de la cartographie du cerveau. Donc, le lobe oublié est maintenant connu, il n'est plus un lobe oublié. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Fatimata, pour cet excellent exposé. Il faut dire que vous êtes attaqué à un problème très crucial en épileptologie, celui des crises insulaires, parce que, comme vous avez dit, c'est le 5e lobe, il est très connecté, l'insula, avec les différents lobes, frontal, pariétal, et notamment temporal, et les crises peuvent simuler pratiquement toutes les crises insulaires peuvent simuler les différents types de crises épileptiques lobaires. Et effectivement, devant une crise temporale pharmacorésistante, la question toujours est de savoir est-ce que l'insula est impliqué et est-ce qu'il est impliqué en premier, parce que ça va un petit peu grever le pronostic en cas de chirurgie, euh, parce que les malades vont garder des crises résiduelles insulaires, ou bien l'insula est impliqué secondairement, auquel cas la chirurgie peut donner d'excellents résultats. Donc, vous avez très bien expliqué tout cela en montrant les signes de l'insula antérieure avec sa striction laryngée, l'insula postérieure avec les paresthésies ascendantes, mais on peut avoir d'autres symptômes parce que, comme je l'ai dit, comme vous l'avez très bien expliqué, cette connexion du lobe de l'insula avec les différents lobes. Alors, j'attends les questions de l'audience. Alors, je vais voir le chat. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Ce qu'on peut dire aussi, je pense que, docteur Fatimata, votre choix est judicieux parce que rarement les neurologues parlent de l'insula. Et l'implication, il y a énormément de signes, vu ces connexions, qui peuvent évoquer la participation de l'insula. Moi, je pense vraiment, je vous félicite pour le choix de ce sujet parce que l'insula peut mimer beaucoup de types de crises, euh, et puis c'est important d'identifier l'implication de l'insula. Alors, je voudrais vous demander, dans votre pratique quotidienne, est-ce que vous voyez euh, des malades? Est-ce que maintenant que vous êtes retourné au Niger, est-ce que vous voyez beaucoup d'épilepsie temporale, vu comme au Maroc, on avait l'incidence des convulsions fébriles était très importante? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous voyez beaucoup d'épilepsie temporale et est-ce que vous bénéficiez d'une IRM chez les malades ou comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? D'accord. Merci, professeur Reda Wazani. Vous êtes mon chef.
J'ai fait mon 2U de neurophysio dans votre service. J'ai appris pas mal de choses et la preuve, c'est là-bas que j'ai eu à réaliser cette étude. C'est chez 2 patients qui ont présenté les crises réfractaires, qui étaient hospitalisés dans le service. Plusieurs jours avant de participer à la crise, voilà la patiente, voilà le patient, la crise est là et tu arrives à cerner le foyer épileptogène. Vraiment, c'est un bon souvenir que j'ai en tête. Oui, Partagé, c'est effectivement, partagé. oui. Effectivement, quand je suis rentrée, j'ai eu des cas de sclérose hippocampique. Nous avons même réalisé une étude de 12 cas en collaboration avec le service de pédiatrie de notre hôpital. Nous avons réalisé l'étude, nous avons eu 12 cas que j'ai eu à présenter l'année surpassée au congrès de neurophysiologie de Marrakech. Donc, effectivement, nous avons des cas des épilepsies insulaires avec participation temporale, frontale. Nous en avons les convulsions fébriles. Même hier seulement, un patient, un jeune élève qui n'apprend pas quelque chose à l'école, il est là, il fait des convulsions fébriles. L'IRM a montré que vraiment, il y a une sclérose hippocampique qui est là, bilatérale, qui ressemble vraiment à l'image de cette dame. Donc, ce sont des pathologies, des types de crises qui existent chez nous. Mais comme on a des moyens limités, on n'en a pas beaucoup, mais on les retrouve chez les patients qui ont les moyens de faire des imageries. Et on fait le jeu, on voit des anomalies qui sont... Généralement, ils ont des anomalies bilatérales. Je ne sais pas pourquoi. Généralement, c'est une sclérose hippocampique bilatérale. Très rarement, je retrouve que vraiment, c'est un seul côté. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, nous avons ces cas et nous avons écrit, et notre article est même sur PES, une étude de 12 cas au Niger. Donc, vraiment, ça existe. Ça existe et je suis sûre que dans les autres pays aussi, ça existe. Eh bien, moi, je crois que c'est très important ce que vous dites parce que euh, il faut sensibiliser nos collègues en Afrique que l'épilepsie temporale est très fréquente. Pratiquement les crises partielles d'origine temporale, pratiquement c'est au même titre que les crises généralisées. Et c'est très important de les identifier, de voir cette participation insulaire qui va jouer sur le pronostic, et puis en s'organisant, en faisant un EEG, en filmant les crises, et sensibiliser un neurochirurgien à pratiquer une lobectomie, on peut rendre beaucoup de services aux malades. Alors, j'attends les questions des collègues, des confrères, parce qu'il faut dire que c'est un sujet qui est un petit peu difficile, hein. C'est pour ça que je vous dis, vous avez mis le point sur l'insula. L'insula, c'est le grand absent, alors que, en fait, maintenant, on se rend compte, parce que comme il est mal exploré par l'EEG, et les crises insulaires, la participation insulaire peut mimer le frontal, le temporal, le pariétal, donc on a tendance à l'oublier. Et comme vous avez dit, c'est le lobe caché, mais aussi le lobe oublié. Donc c'est très important. Alors, je vais voir, est-ce qu'il y a une question? Alors, alors, les gens, bon, il n'y a pas apparemment de questions. Alors, quels sont, bon, les antiépileptiques que vous utilisez, docteur Fatimata, au Niger? Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez une panoplie qui vous permet un petit peu de répondre aux besoins des malades? Pour par exemple, ce genre d'épilepsie, l'épilepsie temporale, qu'est-ce que vous préconisez comme traitement? D'accord. Comme traitement chez ces genres de patients, et surtout quand il y a la participation insulaire, comme la douleur est au premier plan, moi personnellement, j'utilise plus le Tegretol après la prégabaline. Très Parce que bien, la ouais, douleur est au premier plan chez ces patients. Donc, le ouais, Tegretol donne des réponses excellentes. Et ouais, comme c'est moins cher que absolument. le Moi, lyrique, ouais, j'utilise ouais, plus le Tegretol chez ces patients. ouais, ouais. Mais Je suis souvent absolument aussi, euh, Je suis souvent comme il y absolument a des d'accord. agitations, Je suis euh, d'accord avec vous. mhm. Nous, en Afrique, on n'a pas les dernières molécules, mais c'est pas quelque chose qui va nous handicaper parce qu'effectivement, avec les antiépileptiques classiques comme le Tegretol,
on peut avoir de très très bons résultats pratiquement identiques avec les nouveaux, à condition bien sûr de suivre les patients, les effets secondaires, etc. Alors, je vais consulter. Alors, alors, je vais commencer par la première question. Alors, est-ce qu'il y a, alors, il y a Madame Tej Bouchra qui pose la question, est-ce qu'il y a une prise en charge particulière des épilepsies temporales? Oui, s'il y a une prise en charge particulière. Par exemple, dans les épilepsies temporales, quand le patient fait des... Parce qu'on sait que le temporal peut donner des hallucinations auditives, des sensations de déjà vu et de déjà vécu. Quand ce patient a tout ça, moi, je mets un antipsychotique associé au Tegretol. Je mets précisément la risperidone. Parce que c'est des patients, souvent, ont des hallucinations en dehors des crises du mésio-temporal qui donnent le relais à l'insulaire. Il ne faut pas oublier qu'ils font souvent des hallucinations, ils sont agressifs, tout ça là. Donc, comme le Tegretol est un tumorégulateur, je choisis le Tegretol. Après, j'associe un antipsychotique. Par exemple, je prends la risperidone et ça donne des bonnes réponses. Très bien. Alors, une autre question, Nasreddin Bousseta. Alors, il vous pose limite d'âge pour la sclérose hypocampique. Autrement dit, le plus jeune patient diagnostic sclérose hypocampique, point d'interrogation. C'est-à-dire, bon, si j'ai bien compris, à partir de quel âge on voit la sclérose hypocampique? C'est ça? D'accord. En tout cas, dans notre série, la, 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 la plus jeune, c'était une fille. Elle avait 8 ans, elle n'apprenait pas aussi à l'école. On a fait le G qui a montré que vraiment, son rythme de fond, elle n'avait pas un alpha. J'ai dit, bon, cette fille, elle n'est pas intelligente, qu'est-ce qui se passe? Elle devrait avoir actuellement un rythme alpha. Elle avait 8 ans. Et même hier seulement, j'ai eu aussi un autre patient qui était jeune aussi, il avait 10 ans aussi. Donc voilà, ce que je peux dire, le premier patient, le patient le plus jeune que j'ai reçu, moi, dans mes études et dans mon registre, c'est à partir de 8 ans. Je ne sais pas si dans la littérature aussi c'est ça ou pas, mais quand même, mais ce que je voudrais ajouter aussi, il y a des formes, il y a des formes vraiment génétiques hein, de sclérose hippocampique. Parce que la jeune dame de 36 ans, la Marocaine, là, elle est le premier né d'une fratrie de 10 et les 7 sont décédés les 10 jours de l'accouchement. Les 7 qui viennent après elle sont décédés les 10 jours de l'accouchement. Donc, elle est le premier né. Elle a, elle a 2 qui restaient et les 7 sont décédés 10 jours après l'accouchement. Et dans la littérature, j'ai retrouvé qu'il aussi, il y a des formes génétiques de sclérose hippocampique. Donc, cette jeune dame-là, qui a une consanguinité de premier degré, le premier né d'une fratrie de 10, et ils sont actuellement, ils sont 7 vivants, ils sont 3 vivants, et les 7 sont décédés les 10 jours d'accouchement. Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas une cause génétique qu'ils ont? D'accord. Alors, une autre question de Amadou Abdou Bacharou. Alors, il vous pose la question, quelles ont été les prises en charge chirurgicales de vos 2 patients et l'évolution? Est-ce que vous m'entendez, docteur Fatimata? Oui, bon, les 2 patients, je vous entends bien. Et le suivi par rapport au suivi des 2 patients, euh, après, quand on a fait le bilan pré-chirurgical, on a circonscrit le foyer épileptogène sur le plan EEG, vidéo, EEG et imagerie. Nous les avons envoyés en neurochir, et entre-temps, moi, j'ai quitté le Maroc. Donc, peut-être professeur Ouazani peut répondre à cette question. Parce que juste j'ai fini l'étude, moi, je suis rentré chez moi au Niger. Peut-être professeur Ouais. Ouazani peut répondre à cette question. Oui, oui, effectivement, effectivement. Alors, comme vous l'avez dit,
je crois, une patiente, autant que je me rappelle, bon, il y avait une patiente avait une sclérose hippocampique bilatérale. Et comme vous le savez, nous, au Maroc, nous faisons la phase 1, c'est-à-dire du bilan préchirurgical, c'est-à-dire basé sur la clinique, l'AEG, la vidéo-EEG, l'IRM, le PET scan, etc. Comme c'était bilatéral, il fallait passer à la phase 2, c'est-à-dire mettre des électrodes, donc la SEEG, etc. Donc, je pense, donc, on n'a pas pu le faire. Je ne sais pas, je crois qu'on a peut-être préparé une VNS ou quelque chose comme ça. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, je tiens à remercier beaucoup Fatimata pour cet excellent exposé. Euh, si vous le voulez bien. Alors, la Ligue internationale contre l'épilepsie m'a demandé de vous lire un texte. Je suis en train D'accord. de le chercher. Merci beaucoup, Fatimata. Je suis en train de le chercher. Merci, professeur Wazani. Je l'avais. Alors, excusez-moi. Non, je sais que je l'avais. Alors voilà, je vais vous lire le texte fourni par la Ligue internationale contre l'épilepsie. La base de données du projet Global Health and Epilepsy fournit un registre des projets d'épilepsie existants dans toute l'Afrique, la Méditerranée orientale ainsi que dans d'autres régions. Il identifie des informations telles que l'emplacement du projet, les partenaires institutionnels, la portée du projet, les sources de financement et les besoins en bénévoles. La base de données est rapide et facile à remplir. En soumettant des informations sur votre projet, vous contribuez à la bonne compréhension des efforts déployés dans le monde entier pour réduire l'écart de traitement de l'épilepsie. La base de données vous donnera l'occasion d'apprendre des autres et d'explorer les opportunités de collaboration qui pourraient renforcer votre propre travail, ainsi que celui du secteur. De plus, la base de données permettra aux données de différents domaines tels que le gouvernement, les universités, les organisations à but non lucratif ou la philanthropie de se renseigner sur les efforts existants tout en offrant un moyen de s'engager. Alors, il est écrit également sur la diapositive suivante, veuillez scanner le code QR pour recevoir votre certificat. D'accord. Merci. Voilà. Alors, Fatima, juste très, très rapidement, une dernière question. Que retenir du profil clinique et EEG qui est suggestif de crise insulaire dans notre contexte d'accès limité aux explorations? C'est une question de Cossivi. Le profil clinique et EEG suggestif de crise insulaire. Bon, vous avez déjà parlé de ça pour l'insule antérieure et postérieure. Est-ce que vous voulez ajouter un mot, docteur Fatimata? Alors, le son, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Activez votre micro. La photo. J'ai dit, le message que j'ai à donner, c'est d'appeler les autres neurologues, neurophysiologistes, épileptologistes à penser à l'épilepsie insulaire et pourquoi pas un registre international de tous les pays se mettre ensemble pour mettre l'accent sur. Oui, oui, on vous écoute. Oui, pour mettre l'accent sur cette forme d'épilepsie, je peux dire qu'il vient de naître parce que
Au début, quand on faisait les cours en anatomie, on ne nous parlait jamais du lobe de l'insula. La première fois que j'ai commencé à dire à Madame la Jouji, la dame, sa crise, c'est le ventre, je ne comprends pas. C'est le ventre, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des crises sur le ventre, tout ça là? Et je suis allée fouiller, je suis tombée sur Gisner. Donc, j'invite les autres collègues aussi à lire sur ça et de vraiment mettre l'accent et de collaborer avec les neurochirurgiens de leur pays. Vraiment, ça pourrait vraiment donner un gain dans tout le monde, pas en Afrique seulement. Je vous remercie. Merci, c'est une excellente conclusion. Bien, alors merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.